Buongiorno bianconeri, me voici de Venezia, Piazza San Marco, et aujourd'hui, voilà, un bel tour. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo avec deux phrases, un résumé sur la situation du mercato d'aujourd'hui. Et après, on va parler de Super League, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très important pour toute la question Super League. Je me trouve à un petit endroit plus calme et on fait ça. Bon, tout d'abord, merci de liker, commenter la vidéo parce que vous savez, ça booste le référencement de la vidéo. Elle sera vue par plus de monde sur YouTube et c'est comme ça qu'on va grandir. Si vous venez d'atterrir sur la chaîne, je m'appelle Michel-Ange, vous voyez, je vous fais voyager en ce moment parce que je suis en vacances, mais l'important, on commente ensemble l'actualité du monde de la Juventus. Donc abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Alors qu'est-ce qui se passe pour la Superliga? Aujourd'hui, 11 et 12 juillet, il y a les parties prenantes de toute cette question Super League, donc les clubs dits dissidents, Real Madrid, Barça, Juventus, qui restent encore aujourd'hui accrochés à la Super League. Je ne suis pas certain que tous les autres, excluent l'Inter qui a réussi à se faufiler, parce que pour y participer, il devait avoir la majorité des actionnaires qui votent pour, donc c'est la seule équipe, l'Inter, qui a réussi à se faufiler. Les autres sont encore légalement inscrites à la Super League. Donc ces équipes-là, la UEFA et la FIFA, vont aller devant le tribunal européen et la question qu'on va essayer de résoudre, c'est est-ce que la UEFA et la FIFA exercent un monopole sur le monde du foot? Aujourd'hui, on va débattre uniquement cette question-là, pas la création de la Super League, pas sa chute, pas sa possible renaissance. Aujourd'hui, la seule question qui va être traitée, est-ce que le UEFA et la FIFA sont un monopole dans le monde du foot? D'abord, deux lignes sur le mercato. Salahamidzic aujourd'hui va être à Torino pour traiter l'affaire Delict. On est en attente de la réponse de Dragusin, s'il veut aller au Genova en échange de Cambiasso. Il va y avoir aujourd'hui l'annonce de Pogba, si ça n'est déjà pas fait, je ne me suis pas connecté. Et on va avoir la première conférence de presse de Di Maria à 15h. Voilà, juste trois lignes comme ça. On va découper un peu la vidéo en trois parties. Un peu, je vais vous expliquer ce qui se passe d'un point de vue juridique. La deuxième partie, qu'est-ce que les clubs vont avoir comme plan à porter à l'attention du tribunal européen. Et ces deux vidéos, c'est en fait cette vidéo, c'est en fait la fusion des deux vidéos du très bon Giovanni Armanini qui a débattu du sujet dans le mois qui s'est suivi. J'ai essayé un peu de m'inspirer de ces vidéos en reprenant un peu les concepts qu'il exprime. C'est un grand politicien, économiste du football, Giovanni Armanini. Allez le suivre, je vais le taguer dans la description. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui et demain, il y aura 27 juges, un pour chaque pays de l'Union européenne, qui vont écouter les parties prenantes, donc les clubs dits dissidents, la UEFA et la FIFA. Et le jugement qui sera émis par ces juges sera obligatoire dans tous les pays faisant partie de la communauté européenne. Les articles pointés du doigt sont le 49 et 51 du statut UEFA et le 22, 61, 72, 63 du règlement FIFA. Ils disent en somme qu'il faut l'autorisation de ces deux entités pour organiser un tournoi. Faute des pénalités, d'exclusion des compétitions UEFA-FIFA par des clubs, des joueurs qui jouent dans ces clubs, etc., etc. Et donc, ce qu'ils disent les clubs dissidents, que ça serait un contraste avec les articles 101 et 102 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, que je le rappelle, est un libre marché économique. C'est-à-dire que chacun peut avoir une initiative économique et celle-ci ne doit pas être bloquée par des entités qui exerceraient un monopole sur une activité déterminée. En gros, si moi, demain, je veux ouvrir une boîte de taxi, je dois être libre de faire sans que, par exemple, G8 en France exerce une pression quelconque sur moi.
Et donc l'article 102 empêche l'abus de position dominante, justement, et le 101 empêche en fait le fait qu'on doive demander une autorisation en amont à une entité privée, quoi qu'il en soit, publique bien entendu oui, mais pas privée, pour ouvrir une quelconque activité. Pas d'autorisation donc en amont. Les clubs donc ont ainsi préparé une étude d'impact économique du monde du sport, quelle est la situation du football aujourd'hui, économiquement et politiquement, et comment elle va être projetée, la montée en puissance de la Première Ligue et le rachat des clubs par des fonds divers et variés et aussi par des pays-États. D'abord, quelques données économiques pour se rendre vraiment compte de quoi on parle en fait. Parce que le football européen génère une valeur ajoutée, imaginez, de 47 à 50 milliards sur l'économie européenne. Elle crée à peu près 700 000 emplois et elle impacte plus ou moins pour 14 à 18 milliards dans les impôts payés, tout pays confondu. Les sources sont bien entendu données dans les vidéos de Giovanni Armanini. Donc la Première Ligue est toujours plus dominante que les autres. Dans beaucoup des pays même de niveau moyen, avec un championnat football niveau moyen, par exemple la Suède, l'Ukraine et tout, les droits télé de la Première Ligue sont vendus plus cher que ceux des pays même. Donc ce qui fait que c'est déjà un signe qu'un championnat international est en train de s'imposer. Donc l'attention des personnes va aussi être redirigée en dehors de la communauté européenne, parce qu'on le rappelle, le Royaume-Uni est sorti de la communauté européenne. Et la Champions League donc représente la seule alternative des revenus pour les autres clubs. D'autre part, on a aussi une polarisation à l'intérieur des ligues nationales et la preuve ultime, c'est que dans tous les championnats, il y a de moins en moins d'équipes gagnantes. C'est-à-dire que plus ou moins en Italie, c'est toujours la Juventus qui gagne, en France, c'est toujours le PSG, en Allemagne, c'est toujours le Borussia Dortmund, en Espagne, c'est un peu plus hétérogène, mais en gros, c'est toujours les trois mêmes clubs qui gagnent. Et seulement la Première Ligue elle reste aujourd'hui vraiment hétérogène. Limite, elle est encore plus hétérogène aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Donc voilà la direction que le football est en train de prendre. Et en plus, les plus jeunes sont de moins en moins intéressés à ce sport qui a de temps de latence, on peut dire, qui sont un peu loin de la seuil d'attention, on va dire, des plus jeunes aujourd'hui par rapport au monde de l'entertainment. En plus, il y a la question que c'est les clubs qui prennent tous les risques, qui génèrent la valeur ajoutée, qui payent les impôts, qui créent les emplois et bien entendu aujourd'hui elles profitent d'une marge moindre sur tous les revenus générés par les compétitions gérées par la UEFA qui prend donc des fortes commissions. Aujourd'hui, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est le UEFA qui prend en gros toute la recette des compétitions et les clubs prennent les miettes. Pourtant, c'est bien les clubs qui assument tous les risques. Les clubs dissidents porteront aussi à l'attention du tribunal comment les autres sports, et ça c'est hyper important, se sont organisés ou sont en train de s'organiser. Par exemple l'Euroleague de basket ou alors les toits de cou qui a été imposés dans la Formule 1. Qu'est-ce que font la NFL pour s'adapter au changement du marché? Donc tous les exemples dans tous les autres sports vont tous vers plus d'autonomie pour les clubs, plus d'engagement et plus de compétitivité à l'intérieur des championnats. Donc on parle aussi de nouvelles propriétés étrangères dans le foot. Et donc en fait, en réfléchissant, le foot européen est de plus en plus géré en dehors de la communauté européenne et donc se soumettent aussi à des règles qui ne sont pas celles de l'Union européenne en termes d'impôts, en termes de règlement de comment on dirige une entreprise, etc. etc. Donc c'est une question de survie en fait. Comment travailler dans la soutenabilité du foot en Europe pour sauvegarder et permettre aux petits et moyens clubs de survivre. La question qui me semble vraiment centrale, et c'est un peu un jeu de mots, une périphrase, mais est-ce que les clubs sont libres de mettre le football européen au centre du monde du football européen? Ou est-ce qu'on va être complètement guidé par des puissances étrangères, économiques ou politiques d'ailleurs? Donc vous voyez bien un peu en ce moment
c'est un peu plus clair du pourquoi la Super League, créée il y a à peu près un an et un mois, je crois que c'était mars dernier, a été créée et détruite en 2-3 jours par les puissances politiques. Surtout l'ex désormais gouvernement de Boris Johnson, car bien entendu c'était pas dans leur intérêt que les clubs anglais adhérents à une ligue étrangère puissent apporter leur valeur économique en dehors du pays, qui d'ailleurs, on le rappelle, était un Brexit à l'époque. Maintenant que c'est fait, c'est encore plus une vérité. Ils n'ont aucun intérêt que tous ces capitaux sortent de leur pays. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, demain, et la vraie lutte qui est en acte aujourd'hui entre les clubs dissidents et la UEFA, c'est pas tellement être pour ou contre la Super League, qui était sûrement très mal formulée à son début et qui était peut-être un chouïa trop élitariste par rapport à l'idée de méritocratie qu'on se fait dans le football. Ça rencontre totalement mon accord, le fait que c'était vraiment trop fermé. Par contre, la question existentielle est de dire est-ce que le foot, comment il est en train d'aller, il va mourir si ça continue comme ça. Il faut juste le réorganiser. Donc le football aujourd'hui est assujetti à des logiques économiques, oui bien entendu, mais pas que. C'est surtout des logiques politique où justement la composante économique elle est complètement elle fait du dommage au club. Donc si encore on avait une politique économique, on pourrait s'attendre que l'économie fait du bien à tout le monde, mais c'est pas ça la vraie question, c'est que c'est les logiques politiques qui vont au-dessus des logiques économiques, et ça c'est pas bien parce que les clubs en ont une forte perte d'argent, ils prennent tout le risque et ne sont pas rémunérés assez, et il y a une société, le UEFA, le FIFA, surtout le UEFA, qui est complètement en position de monopole et qui gère en fait tout l'argent. Donc pour ceux qui s'en souviennent, la loi Bosman a aussi eu sa part de responsabilité dans ça, parce qu'en fait le fait qu'on ouvre le marché internationalement, ça fait que les meilleurs joueurs, au lieu de rester dans leur pays et aller peut-être dans les moyens clubs, ils se sont tous concentrés dans les top clubs européens, mais en prenant que le top du panier, le top 4 par exemple de chaque championnat. Donc on a une forte polarisation des talents dans les équipes fortes, les 3, 4 pour chaque pays, et puis tout le reste un niveau assez moyen, ce qui rend bien entendu les championnats beaucoup moins compétitifs. Regardez, encore l'Italie ça va, mais la Ligue 1, pratiquement il y a quoi? Il y a le PSG, puis tu as 2-3 équipes que je juge honnêtement sans vouloir trop de prétention, mais un peu moyennes, hein, comme le Lille, le Marseille, et ben voilà, après c'est un championnat de niveau très bas. Alors qu'aujourd'hui, tout l'intérêt serait justement à rehausser le niveau des équipes nationales, à avoir des championnats nationaux plus compétitifs, peut-être même avec moins d'équipes. Au lieu des 20 équipes qu'on a en Serie A, on pourrait en avoir 16. Toutes les équipes auraient des enjeux jusqu'à la fin, parce qu'il faudra se sauver jusqu'à la fin. Il faudra obtenir une place en Europe jusqu'à la fin, rendant aussi les fins de championnat plus intéressantes. Bon, ça, je fais une petite parenthèse, hein. J'ai fait une petite dégression, mais parce que j'avais envie aussi de dire qu'il y a un problème de nombre des équipes dans un championnat. En gros, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Si les clubs dits dissidents gagnent, il y a deux options. Soit on laisse complètement la main au club, et donc là ça veut dire Super League. Par contre, il n'y a pas encore de réglementation qui va avec, et ça sera un peu à la mode Far West, et ça laisse aussi la place à des dérives que je voudrais certainement éviter, et je pense que tous les gens, tous les tifosi comme moi voudraient éviter des dérives en donnant trop de pouvoir au club aussi. Ou alors on pourrait essayer de combler les vides législatifs, mais pour que cela se fasse, ça doit être pris en charge au niveau européen. C'est de nouvelles lois clairement européennes qui vont s'appliquer dans tous les pays adhérents à la communauté européenne, qui devront se créer. Et ça risque de prendre, allez, 2 ans de temps pour se faire. Les lois, malheureusement, ne sortent pas comme ça en quelques mois. Une chose est sûre, aujourd'hui l'Union européenne se doit d'attaquer le problème football, parce que le football est en train d'être... Désolé, on m'interrompt, puisque j'étais en train de dire, c'est que l'Union européenne doit réfléchir au futur, et ça va être un changement épocal.
si la raison est donnée au club, bien entendu, ça sera encore plus un tremblement de terre que ce qui s'est passé avec la loi Bosman. Autrement, si l'UEFA gagne, moi je serais hyper étonné, mais il y a toujours une possibilité que ça arrive. Mais pour moi, ça sera un fort contraste avec celles qui sont aujourd'hui les lois de la communauté européenne sur le libre marché et le libre-échange. Merci mes amis d'avoir écouté cette petite analyse, je le répète, inspirée fortement de vidéos de Giovanni Armanini sur le sujet Super League. Moi, il ne me reste qu'à vous saluer pour aujourd'hui de la belle Piazza San Marco à Venise. Je vous remercie de votre écoute, likez, commentez, comme ça on a des belles discussions comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt, fino alla fine, Forza Juventus. Ciao les gars!